Alors, la série Khalifa, indépendamment de l'aspect thriller psychologique qui est très prenant dans cette série, c'était aussi appréciable de voir qu'on était dans un registre un petit peu plus subtil que le simple prisme du lavage de cerveau pour finalement porter un regard sur ce phénomène de la radicalisation et puis de départ qu'on a connu en tout cas vers la Syrie. On voit le phénomène d'emprise très clairement dans la série, mais qui se met de façon assez subtile, donc qui est très très bien amenée, et finalement qui donne un sentiment de quelque chose de beaucoup plus réaliste, quoi. Enfin, sans doute de beaucoup plus proche de la réalité que la simple explication du lavage de cerveau pour expliquer ce phénomène de recrutement. Donc là, c'était très intéressant dans cette série de voir comment finalement on rentre dans l'idéologie djihadiste, et la série montre très très bien les failles, les vulnérabilités et puis potentiellement aussi les dispositions des différents protagonistes à rentrer en contact et puis finalement à adhérer à l'idéologie djihadiste. C'est pas quelque chose qui va sortir de nulle part. Donc on voit des gens qui sont déjà potentiellement disposés à adhérer à ce système-là. La figure du recruteur, elle est aussi très intéressante, enfin dans la personne d'eBay, dans la mesure où, quand on voit ce genre de production cinématographique et qu'il est question des femmes dans la radicalisation et puis a fortiori du djihadisme, on aura une petite tendance à tomber dans le cliché en disant que les filles sont avant tout recrutées parce qu'elles sont tombées amoureuses. Donc là, on voit dans cette situation-là que quand bien même il pourrait y avoir quelques petits moments de séduction, quelques petits moments d'espoir, c'est finalement pas ça qui va être un déclencheur total, en tout cas pour les deux adolescentes qui ont pu être recrutées en Suède. Donc, c'était pas forcément sur ça qu'on a appuyé. Donc, on a vu dans le cas de Kerima, quand je parlais justement des failles et des vulnérabilités, dans le cas de Kerima, on voit qu'elle a un contexte familial qui est extrêmement difficile, avec un père violent, qui a aussi eu un passé extrêmement, extrêmement compliqué, et que finalement, elle est aussi sans doute un petit peu en perte de repères, qu'elle cherche aussi un groupe d'appartenance, qu'elle cache une grande sensibilité derrière des airs de dur. Donc, finalement, il y a quelque chose qui va faire sens pour elle dans les paroles d'eBay, et puis surtout dans la personnalité extrêmement charismatique qu'il a. C'est aussi une figure qui va la protéger aussi d'un environnement qui lui fait du mal. Donc finalement, c'est la personne qui va tomber à point nommé dans sa vie. Et on voit dans la figure de Souley, au niveau potentiellement des dispositions, là je parlerai plus de dispositions, qu'elle regardait déjà certaines vidéos sur YouTube, elle se faisait déjà certaines réflexions. Donc c'était très intéressant de voir que ce n'est pas le recruteur qui de base va aller vers la personne pour essayer de la convaincre, mais en fait que le recruteur va saisir des éléments, que ça soit dans le contexte de la personne, soit finalement dans les réflexions qui sont déjà faites par la personne dans une certaine mesure, pour finalement les faire éclore, quoi, d'une certaine façon, les encourager. Donc ça a été très très bien montré dans le cas justement des adolescentes en Suède. Enfin, cette personne du recruteur qui a vraiment comment est-ce qu'on va dire ça, une aura charismatique, enfin ce qui est vraiment ce qui qualifie, hein, je veux dire le recruteur, une personnalité hyper bienveillante, douce, sympa, avenant, quelqu'un de très intelligent aussi, de stratège, et puis qui finalement va arriver à poser une sorte d'emprise, mais tout en douceur vers les personnes. Et encore une fois, enfin voilà, c'est quelque chose de très subtil qui est montré dans cette série, et je pense vraiment très proche de ce qui a pu être expérimenté dans la réalité par les personnes qui ont fini par adhérer au djihadisme aussi dans la vraie vie. Ce que j'ai trouvé aussi très intéressant dans cette mini-série, enfin qui était très très bien montré, c'était la complexité du processus de radicalisation et surtout l'importance du groupe de pairs. Donc, on a souvent pu croire que la radicalisation, c'était, ben voilà, tout seul, derrière son ordinateur, à se monter la tête et puis à se faire surprendre par des méchants sur Internet. Et puis finalement, là, on voit que la radicalisation, c'est aussi quelque chose de dynamique, et puis qu'elle se fait toujours
Soit, ben, là, c'était intéressant, on a vu le cas d'une fratrie, donc avec Souley et Lisha, donc les deux sœurs. Et c'est aussi quelque chose qu'on va voir très souvent hein, dans la réalité, enfin souvent des fratries qui sont parties ou bien qui se sont radicalisées ensemble, où il y a une des sœurs ou un des frères qui a pris l'ascendance sur les autres membres de la fratrie. On le voit aussi avec les deux figures des convertis qui vont passer à l'acte. Et du coup, ce groupe de pères, on le retrouve aussi dans la dynamique à Raqqa, quand on voit que les Suédois vont aussi rester entre eux sur place. On parle suédois principalement aussi, donc ça c'est aussi assez représentatif de ce de ce qui a pu se passer. Donc finalement, on est dans une dynamique de groupe, on est dans une dynamique de réseau. Donc la radicalisation, quand bien même on développe des convictions soi-même, elles sont aussi souvent encouragées ou bien du moins développées au sein d'un groupe. Et ça, j'ai trouvé très, très bien mis en avant dans cette configuration. Si je reviens aussi sur la figure des convertis, donc on a les deux frères, Émile et Jacob, si je me souviens bien, donc qui sont aussi recrutés, comme on peut le comprendre, je crois, par eBay. Donc on a un des deux frères qui s'est converti à l'islam en prison, qui avait un profil apparemment de délinquant, mais surtout connu pour des faits de violence, et qui qui en prison a découvert l'islam, s'est mis à prier, et au sortir de la prison, enfin voilà, était vraiment dans ses convictions, et surtout attiré par la figure du martyr. Et à travers ça, ben, justement, il a aussi pris son petit frère qui est présenté, on va dire, un petit peu comme étant naïf, et puis comme étant peut-être aussi un petit peu simple d'esprit, mais très impressionné par son frère. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant aussi un petit peu dans la catégorisation hein, des rôles, vous avez cette figure du recruteur dans la personne d'Ibé, qui est quelqu'un d'hyper posé, d'hyper stable, de très réfléchi, et qui, entre guillemets, va pas faire le sale boulot, mais qui va en fait entraîner les autres personnes et puis les encourager pour qu'ils aillent jusqu'au bout. On le voit aussi à la fin avec Kerima. Et on a justement ces figures des deux convertis, ces deux frères, qui sont ben voilà, disposés à passer à l'action violente, enfin, où on est déjà enfin, sur des prédispositions, on va dire ça comme ça, à passer à l'acte violent. Et ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'était de voir à un moment donné le frère qui craque, on va dire ça comme ça, donc qui est à un moment donné dans ce restaurant, qui boit de l'alcool, enfin qui est pas bien alors qu'il est sur le point ils sont sur le point de passer à l'acte, mais en fait on le revoit tomber dans ses anciens travers, hein, finalement, on va dire, avant l'islam. Et ça, c'est important de le souligner parce qu'on a souvent tendance à considérer la figure du radicalisé comme étant une figure cohérente. Donc, c'est-à-dire que du moment qu'on est radicalisé, on doit avoir une attitude exemplaire, quoi. Vous n'allez pas fumer de cigarette, vous n'allez pas boire d'alcool, vous allez avoir un comportement, enfin finalement, dans l'attente des représentations qu'on se fait de la figure du radicalisé, alors qu'on a pu le voir en fait aussi chez les personnes qui sont passées à l'acte et qui avaient un petit peu le même profil que les deux frères. La cohérence, c'est pas un critère pour se considérer comme étant radical, et c'est très très bien montré ce qui est dans la figure des deux frères, c'est la sincérité, en fait. C'est qu'on ne peut pas, enfin, c'est surtout ça qui est une composante qui est assez importante, c'est que les deux frères, quand vous voyez le frère qui prie pour l'autre parce qu'il sait qu'il a eu un moment de faiblesse en disant, ben voilà, je demande à Dieu de rappeler mon frère à la raison, enfin, je veux dire, il y a vraiment une dimension de croyance et puis de conviction et de sincérité qui est extrêmement forte et qui du coup ne va pas forcément se montrer dans le comportement. Donc on est vraiment dans une sincérité de conviction, et ça c'est important de le souligner de façon générale quand on pense à la figure du radicalisé, on va dire même dans la vraie vie. Ne cherchons pas la cohérence nécessairement dans ce comportement-là. On peut parler des scènes aussi un petit peu marquantes donc, de la série. Il y en a notamment une qui m'a beaucoup frappée, c'est quand on voit Lisha, donc la sœur de Souley qui arrive à Raqqa, donc, et qui arrive à Raqqa comme ça se faisait, en tout cas, on va dire ça comme ça à l'époque, quand une fille seule arrive, en tout cas sans tuteur, sans maram, sans mari,
elle est placée dans ce qu'on appelle un makar, donc une maison de femmes, d'où les femmes peuvent sortir du moment qu'elles ont ce qu'on appelle un tuteur, quoi. Et généralement, le tuteur, principalement, c'est la figure du mari. Donc l'Isha arrive seule, elle est propulsée dans ce makar, et on lui pose quelques questions, dont une qui m'a particulièrement marquée. On lui demande ben voilà, comment est-ce qu'elle connaît l'islam, si elle connaît l'islam, et puis on voit que l'Isha, ben, elle débarque complètement. Et quand on lui demande mais comment tu as connu l'islam, l'Isha répond ben, mes amis, ma sœur et YouTube. Et ça, c'est une phrase qui m'a particulièrement marquée parce qu'en Suisse, je travaille aussi dans le domaine de la prévention de la radicalisation violente. Et c'est vrai que c'est des, on va dire, des tendances qu'on observe assez fréquemment. Donc, quand on s'interroge sur comment est-ce qu'on a connu l'islam, on voit encore une fois donc, l'élément de cette dynamique de pair, mais aussi le grand rôle de ce qu'on va voir sur YouTube, quoi, tout simplement sur Internet, des vidéos qui vont être mises en ligne, et puis ben, pour certaines, elles vont se laisser convaincre tout simplement parce qu'elles ont vu sur Internet, et puis on aura très rarement le fait qu'on a découvert l'islam dans une mosquée ou bien auprès de voilà, forcément d'un groupe de pairs qui était déjà établi, où finalement on allait chercher du savoir ou des connaissances à l'extérieur, vers, je ne sais pas, peut-être des instances un petit peu plus spécialisées que ce qu'on pourrait trouver sur Internet ou en tout cas dans le groupe de pairs. Donc ça, je l'ai trouvé très révélateur, donc pas nécessairement uniquement dans la dimension du phénomène djihadiste, mais aussi dans ce qu'on peut expérimenter encore aujourd'hui. Et j'ai trouvé aussi assez bien joué, on va dire, de la part de la série, parce que c'est vrai que, ben, avec Daesh, on a souvent entendu parler de la question de la polygamie, qui était voilà, extrêmement courante, en tout cas dans ces milieux-là, enfin dans les milieux de l'islam radical de façon générale, mais a fortiori aussi dans l'État islamique. Et là, j'ai trouvé que la série avait un petit peu retourné cette histoire de polygamie finalement en stratégie. Donc, pour, entre guillemets, sauver Elisha, qui avait finalement pas forcément envie de se faire sauver, mais finalement, il y a eu cette stratégie où finalement, à travers le mariage, vu qu'elle a besoin d'un tuteur, elle rejoint ce couple de Suédois, donc Pervin et son mari, où finalement, ça va lui offrir une forme de protection. Donc, où on retourne la polygamie finalement pas forcément pour entre guillemets, pour être un mal en fait pour la personne, mais où finalement elle peut être présentée comme une stratégie finalement pour sauver aussi une femme. Donc ça, c'était assez intéressant de le mettre en avant aussi. Je peux encore parler d'un autre moment qui m'a frappée, enfin dans le sens où je pense que ça fait écho aussi à une forme de réalité. C'était avec la figure des parents, donc les parents de Souley et puis de Lisha, donc justement qui apprennent, qui voient, qui sont témoins en fait de la radicalisation de leur fille, et puis qui sont assez impuissants par rapport à ça, où finalement on ne sait pas vers qui se tourner, on ne sait pas ce qu'il faut faire, et puis qui sont finalement assez démunis. Donc ça, c'est très représentatif de ce que les parents ont pu vivre et puis continuent à vivre encore maintenant. Et je trouvais que c'était intéressant de voir que c'était une famille, on va dire, de culture musulmane, et qui a extrêmement mal vécu le fait que la première, Souley, décide de vivre sa religion au sens de pratiquer sa religion en portant notamment le foulard. Donc on voit que le père a une réaction aussi très épidermique. Et ça, on peut le constater quand même assez souvent, enfin de mon expérience professionnelle, le constater assez souvent dans les familles où on est de culture musulmane, et puis où potentiellement on a aussi eu une mauvaise expérience voilà, au niveau de sa vie avec des personnes qui pratiquaient un islam assez radical, enfin duquel on a cherché à se détourner, enfin qui sont considérés comme ayant fait du mal à la famille. Et du coup, quand on voit ses propres enfants qui vont dans une voie que nous, on a cherché à fuir, en fait, pendant toute sa vie, enfin, de laquelle on a tenté de les préserver, parfois même aussi en emménageant en Europe, ben, effectivement, on voit que ça peut être des réactions beaucoup plus douloureuses, en tout cas, enfin,
beaucoup plus douloureuse. Il n'y a pas d'échelle de la douleur, hein, je dirais à ce niveau-là, mais que ça peut être des réactions beaucoup plus vives, enfin qui touchent quelque chose au niveau personnel, qui sont voilà, beaucoup plus visibles, on va dire, chez des parents de culture musulmane. Après, sur la question des femmes, on pourrait s'interroger. Donc, enfin, moi, je me suis interrogée, évidemment, vu que je fais ma thèse sur la question des femmes djihadistes et puis que je m'intéresse notamment à la dimension de la violence, hein, de ce qu'elles peuvent exercer comme type de violence au sein du djihadisme. Et c'est vrai que quand on voit justement un peu cette scène finale, ces moments finaux avec Kerima, ben voilà, qui porte ce gilet d'explosif, qui va aller dans une salle de concert, qui encore une fois a été très bien amené par eBay, qui lui n'a pas du tout l'intention en fait de participer à cette action, mais qui arrive à convaincre en fait Kerima, enfin, d'une façon assez subtile, on va dire ça comme ça. Et on peut se questionner sur la place, effectivement, d'une femme dans ce rôle-là, parce qu'on sait que les femmes, et ça a été très, très bien montré dans cette mini-série, elles n'ont pas le monopole de la violence dans le djihadisme. Enfin, on le voit, c'est les hommes qui sont envoyés au combat, c'est les hommes qui sont armés. À la différence peut-être des petits passages qu'on a pu voir sur la brigade Al-Khansa à Raqqa, qui était une brigade de police féminine, étant donné que, on le sait, on était dans un système de non-mixité et puis qu'il fallait bien aussi des policières femmes pour pouvoir s'occuper aussi des questions féminines. Donc, petite parenthèse refermée, mais en tout cas, au niveau de l'action violente, en tant que telle, les femmes, ce n'est pas leur rôle premier d'aller justement se faire exploser, partir au combat, enfin d'accéder au martyr, on va dire, d'une façon violente intentionnelle. Mais là, dans ce contexte, on pourrait, entre guillemets, expliquer, si on aimerait, si on cherche des justifications, entre guillemets, à la série, dans la mesure où on est dans un contexte où les attentats qui étaient prévus, bon, eBay était voilà, la tête pensante, ces attentats ont été déjoués, ils ont échoué, donc on est dans une tentative, enfin j'ai envie de dire, dans une dernière tentative d'essayer de faire quelque chose, et peut-être à ce niveau-là, dans la perspective d'eBay, la fin va justifier les moyens, dans la mesure où finalement il a perdu aussi toute son équipe, donc de personnes qui étaient censées voilà, mener ces attaques au bout. Et il lui reste uniquement Kerima, en fait, sous la main. Il y a fort à parier que si Kerima s'appelait plutôt Kerim, on aurait aussi vu Kerim, hein, finalement, dans cette salle de concert avec un gilet explosif. Mais en tout cas, on peut souligner que de base, les femmes ne sont pas attendues dans ces rôles-là, principalement. La figure de Pervine, elle est très intéressante et puis je pense qu'elle peut être représentative aussi de certains profils hein, de femmes qui ont pu se retrouver en Syrie et puis connaître une forme de désillusion. Je pense qu'il y a pu y avoir plusieurs déclics, hein, on va dire ça comme ça, en tout cas pour les femmes. Et puis notamment dans la série, c'était assez bien montré parce que le déclic pour Pervine, ça a semblé en tout cas être la confrontation à la violence directe. Donc, on le sait que voilà, quand on cherche à rejoindre l'État islamique, on est parfaitement conscient, enfin, ça dépend des périodes, hein, ça dépend des années, mais majoritairement, on est conscient quand même que la violence est visible, que la violence comment est-ce qu'on va dire ça, que la violence est considérée comme étant légitime par le groupe. Mais simplement, quand on le voit en vidéo et puis quand on le voit après dans la vraie vie, ben, ça ne fait pas forcément le même effet. Et effectivement, ben, pour les hommes comme pour les femmes, hein, j'ai envie de dire aussi, l'exercice de cette violence qui était quand même extrême a pu en fait aussi servir de déclic en se disant, ben voilà, je ne suis pas au bon endroit. Enfin, sur le principe j'étais d'accord, mais finalement, je ne suis pas au bon endroit parce que je ne me suis pas rendu compte de la portée de ça. On peut aussi voir que ben, typiquement la maternité, ça peut aussi être un déclencheur pour certaines femmes. Donc on sait que dans le djihadisme, on est dans une idéologie qui est mortifère. Donc on va souvent glorifier la mort au profit de la vie. Donc ça, c'est un peu une chose qu'on a tendance à oublier aussi chez les femmes qui, dans la rhétorique, vont aussi considérer que ce qu'il y a de mieux pour leur enfant, ben, c'est justement de devenir martyr un jour, hein, finalement, que
on peut rien souhaiter de mieux à son enfant que d'aller au paradis, vu que la vie d'ici-bas, en fait, ne sert qu'à préparer, on va dire, hein, sa place au paradis. Mais pour certaines femmes, quand bien même elles peuvent en être très convaincues avant, le fait d'accoucher, de donner naissance en fait à un enfant, ça peut aussi agir comme un déclencheur où c'est la vie, enfin une forme de vie en tout cas, qui pourrait reprendre le dessus. Mais avec Pervine, ce qui était aussi très intéressant, c'est de voir qu'elle était aux prises justement aussi dans une dynamique de pair. Donc on peut comprendre que c'est un groupe qui est parti ensemble. Donc effectivement, elle était en couple avec son mari et en gros, elle a un peu suivi le mouvement. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien comment Pervine aussi s'est construite dans une figure d'adhésion, on va dire, à l'idéologie djihadiste, parce qu'on la voit tout de suite, hein, pratiquement en désillusion, vu la scène d'exécution de laquelle elle a été témoin.